Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de Gordon et Murdoch qui portera sur un comics de The Amazing Spider-Man, La mort de Gwen Stacy, par Jerry Conway et Jill Kane. Hey yo, Yo. mais tu viens plus aux soirées? Eh non. On tourne un épisode là? Oui. Ok. Ah, bon, d'ailleurs, on avait dit pas de spoiler pour Pas le de prochain. spoil. Ouais, et en fait, tu vois, là, regarde, Ouais, ouais. Je crois qu'elle meurt en fait, Gwen Stacy, dedans. Enculé. Ah, tu le prends comme ça? Ouais, casse-toi. Ok, ouais, moi je vais te dire Peter Parker, et c'est Spider-Man. Non. Jerry Conway commence sa carrière de scénariste au début des années 70 en arrivant chez Marvel. Il travaille principalement sur la série The Amazing Spider-Man. Suite à ça, en 75, il débarque chez DC Comics pour travailler sur la Justice League of America. Il produit aussi notamment un one-shot, Superman versus The Amazing Spider-Man. Et le fun fact sur Jerry Conway, c'est qu'il est également co-scénariste au milieu des années 80 de ce magnifique film Conan le Destructeur. Ouais, et puis Jill Kane, qui est le dessinateur, donc, qui a participé à la création d'Atom. Et aussi, donc, on lui doit la création d'Iron Fist, dont on verra la sortie, Netflix Marvel, sortir en 2017. Pour cet épisode de Gordon et Murdoch, on va se contenter de résumer les 2 premiers chapitres de ce comics, puisque c'est là que réside le cœur de l'action. Et même si les chapitres suivants nous permettent de rencontrer différents personnages intéressants de l'univers de Spider-Man, ils suivent un schéma qui devient assez répétitif, et c'est pour ça qu'on a préféré les laisser de côté. Dans ces 2 premiers chapitres va résider le gros combat entre le Bouffon Vert et Spider-Man. À savoir que ça débute comme ça avec Spider-Man qui jette un œil au carreau de Harry Osborn qui est en plein trip de LSD. Harry Osborn est dans un sale état, mais son père aussi, Norman Osborn, qui souffre de crises d'amnésie et de paranoïa temporaire. Dans les épisodes précédents, il découvre que Peter Parker est Spider-Man. Vu qu'il va rejeter la faute de la maladie, entre guillemets, d'Harry Osborn sur Peter Parker, au moment où il se souvient que Peter Parker est Spider-Man, il va vouloir lui rendre l'appareil en faisant du mal à un proche de Peter Parker, et là, Gwen Stacy, elle va en prendre pour son grade. Le premier fait marquant de cette histoire va arriver milieu du premier chapitre de ce comics. C'est un moment donné où Spider-Man se sent un petit peu malade et va essayer de retourner à l'appartement retrouver Gwen Stacy. Et quand il va arriver, il va voir une citrouille dans un appartement dévasté, et donc là il va se dire dans sa tête, Norman Osborn a retrouvé qui j'étais. De ce fait-là, le Bouffon Vert a pris en otage Gwen Stacy pour m'atteindre et me faire du mal. Il va essayer de retrouver sa trace, et il va y arriver assez vite, en se retrouvant sur un gros pont à l'américaine, où là il va voir au loin, donc sur l'une des hauteurs du pont, le Bouffon Vert avec Gwen Stacy à ses pieds qui est inconsciente. Et là, à ce moment de la lecture, étant donné la folie démente complètement du Bouffon Vert, on a un doute en ce qui concerne déjà ne serait-ce que la vie ou la mort. On ne sait pas trop si elle est encore vivante ou pas, Gwen Stacy, à ce moment-là. Quand Spider-Man arrive en haut de ce pont, le Bouffon Vert va clairement lui faire comprendre que la ville est trop petite pour eux deux, et que ce conflit va devoir se régler dans le sang. Donc ils vont se battre de manière assez épique, et alors que le Bouffon Vert est un peu mis à mal, Spider-Man arrive à remonter en haut du pont pour rejoindre Gwen Stacy. Et là, il y a une vraie tension qui est en place, parce qu'on sait toujours pas si Gwen Stacy est morte ou pas. Et alors qu'il arrive à la rejoindre, le Bouffon Vert, dans un espèce de barreau d'honneur, va arriver avec son planeur, et va la faire tomber du pilier. Ouais, c'est là où est tout le génie de la scène, où là, effectivement, Gwen Stacy fait une chute, et Spider-Man a un réflexe direct, en fait, en lançant donc une toile. On voit très clairement que sa chute est rattrapée, et qu'il y a un snack au niveau de sa nuque, et là, on se dit « Ah putain, il s'est passé quelque chose de pas bon, là ». Donc il la remonte, il la prend dans ses bras, il lui dit « Voilà, je t'ai sauvé, etc. » Donc on y croit encore, jusqu'à ce que là, il se rende compte qu'elle respire plus, et qu'elle est morte, quoi. Il comprend que c'est terminé, et il y a cette dernière case épique, quoi, où il la tient dans ses bras et qui parle au Bouffon Vert « Je te vengerai, Gwen Stacy !» Effectivement, le dessin un petit peu caricatural du héros qui a envie de se venger purement et pleinement parce que un énorme drame vient de survenir, tout simplement. Le deuxième fait marquant de cette histoire, c'est la deuxième rencontre entre Spider-Man et le Bouffon Vert. Yep. Puisque Spider-Man va être habité par un espèce d'esprit de vengeance, ce qui peut se comprendre suite à la mort de Gwen Stacy, Yep. puisque non seulement il en veut au Bouffon Vert d'avoir provoqué ou tué Gwen Stacy, mais en plus il lui en veut d'autant plus parce que Spider-Man est accusé par les policiers. Oui. Il est suspecté de meurtre tout simplement, et ça il le supporte pas. Donc il va le retrouver, ils vont se battre, encore une fois une scène de combat assez épique entre les deux,
Le Bouffon Vert va littéralement se faire laminer la gueule. Ouais, il se fait laminer la gueule, mais alors il lui pète la gueule sur 2 pages, il le rafale de coups, au point que le Bouffon Vert tombe quasiment en coma, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il s'arrête, et il se dit putain, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi, je vais le buter, ça va mener à rien. Et là, on a revu quelque chose à la fin de ce combat qu'on a découvert dans le film de Sam Raimi, c'est le coup du planeur. Encore un peu en mode baroud d'honneur, le Bouffon Vert essaye de planter son planeur dans le dos de Spider-Man. Spider-Man l'esquive et le Bouffon Vert se fait crucifier sur le mur. Je trouve ça assez intéressant parce que la mort du Bouffon Vert va aussi apprendre à Spider-Man que de tuer ne va pas libérer son âme ni libérer sa tête de quelque chose. Ça va pas être un soulagement pour lui. Et là, il se rend compte définitivement que la vengeance pure et dure, ce n'est pas salvateur en soi. Pour ce qui est de la présentation des personnages, on a décidé de ne pas aborder cette chronique dans cet épisode, tout simplement parce que le comics nous en apprend très peu sur leur passé. Ouais, c'est pas gênant d'ailleurs pour la lecture de ce comics, étant donné que Spider-Man, c'est vraiment ancré dans la culture populaire, et on sait à quoi s'attendre. Si par exemple on a lu quelques comics, voilà, moi quand on était gosse, on a lu quelques comics comme ça dans le désordre, on a vu les films. Les dessins animés aussi, ouais tout à fait. Et de ce fait, quand on a lu ce comics avec Gordon, on s'est dit, ouais, on voit que Norman Osborn, c'est bien le fou qu'on a connu dans les films, dans les dessins animés, que Spider-Man, Peter Parker, c'était le bon mec, le héros vraiment vaillant, que Tante May, c'était quelqu'un de, voilà, Tante May la bienveillante, etc. Donc, pas besoin vraiment de développer plus que ça au niveau des personnages dans ce comics. Concernant le contexte qui est très important pour ce comics, étant donné qu'il a été publié en 1973, ça a pris un petit coup de vieux, on peut dire ça. Clairement, alors autant pour les dessins, aujourd'hui ça reste encore des dessins qui sont assez modernes, à regarder, ça reste toujours très agréable. Ah oui, c'est très bien dessiné. Mais ce qui a vraiment pris un coup de vieux, c'est les dialogues, premièrement, et c'est surtout la narration. L'autre point important au niveau du contexte, c'est bien évidemment la mort de Gwen Stacy. Le fait d'avoir supprimé un personnage aussi important dans l'histoire de Spider-Man, c'est vrai que ça a marqué un avant, un après. On parle de novation carrément concernant ce sujet. Il semblerait qu'en 73, ça a été un électrochoc pour les lecteurs de l'époque. Et bien qu'on soit quand même assez habitué dans notre lecture de comics modernes, là il y a eu double électrochoc avec la mort de Gwen Stacy et le fait qu'on doute que ce soit le héros même qui l'ait tué. Quand les éditeurs, donc chez Marvel, se sont posé la question de qui supprimer dans l'univers de Spider-Man, au début ils pensaient à Tante May. Et ils se sont dit non, le pauvre Peter Parker, il a déjà perdu son oncle Ben, si en plus on lui enlève sa Tante May, ça va commencer à lui faire lourd sur les épaules. Et donc ils se sont orientés sur Gwen Stacy, et notamment parce que au fur et à mesure des comics précédents, Gwen Stacy commençait à prendre une place assez importante auprès de Peter Parker, notamment auprès de leur vie de couple, puisque ça commençait à bien se passer. Donc la suite ça aurait été quoi, Peter et Gwen se marient, Peter et Gwen à la plage, Peter ont des enfants, donc sur le long terme c'était plus intéressant de supprimer Gwen Stacy, et ça peut se comprendre. Tout à fait. Avant de vous parler de nos avis concernant ce comics, on voudrait vous dire tout simplement pourquoi on a choisi de présenter ce comics concernant Spider-Man. Pour ma part, Spider-Man, je l'ai découvert un petit peu comme beaucoup de monde, avec les dessins animés. Toi, tu l'as découvert comment ? Ouais, c'est ça, la série animée qui passait quand on était gosse. Ouais, après ado, on a eu les films de Sam Raimi. Et puis, dernièrement, on a eu aussi The Amazing, où moi j'étais particulièrement fan. Toi, je sais pas trop si t'étais particulièrement fan d'Andrew Garfield et Emma Stone dans The Amazing. Alors pour ma part, j'ai aimé leur jeu d'acteur. Ouais. Ce qui m'a manqué dans ces films, c'est l'action. Moi j'aime bien aller au cinéma et avoir de l'action, et j'ai trouvé que, notamment le deuxième, je l'ai trouvé très très pauvre en action. Ouais. Et j'ai été assez déçu de ce côté-là. C'est vrai que c'était un des points faibles du film. Après, moi, la relation Peter Parker, Gwen Stacy, qui était interprétée par ces deux acteurs-là, m'a beaucoup plu. Et le fait est que je ne savais pas que Gwen Stacy mourrait. Je ne connaissais pas du tout ce comics quand j'ai regardé ce film, la première fois quand il est sorti. Et du coup, ça m'a posé question parce que Gwen Stacy meurt, j'étais surpris. Je pensais pas qu'ils allaient faire crever Emma Stone parce que putain, elle est belle. Et effectivement, je me suis dit, putain, Spider-Man, j'ai quasiment rien lu à part des comics qui traînaient dans la chambre de mon frère. Voilà, quand j'étais gosse, et puis, comme on l'a dit, dessins animés, les films et tout. Donc voilà, fallait bien commencer par quelque part avec Spider-Man, et je savais que j'allais avoir des réponses à mes questions en lisant La mort de Gwen Stacy, voilà.
Ah, sinon, Gordon, t'as pensé quoi de ce comics en gros? Bah écoute, pour moi, il y a deux choses à différencier. Il y a d'un côté le point positif qui est le dessin. Je trouve que les dessins sont très bien réalisés, que ça permet de vraiment ressentir les émotions des personnages. Il y a vraiment quelque chose de très fort de ce côté-là. Mais il y a un autre gros point négatif et qui est vraiment dommageable, je trouve, à l'histoire. C'est les dialogues et surtout la narration. Quoi. C'est vraiment très très lourd. Revoilà notre héros, nous allons retrouver notre héros à la prochaine page. Mais que va-t-il arriver à Spider-Man, pauvre Spider-Man? Enfin ça a vraiment vieilli et pour moi ça gâche vraiment l'expérience de lecture. Ouais, je partage ton avis. Bah ouais, c'est assez rare pour être souligné. Et effectivement, quand on oublie un petit peu la date de parution du comics, on ressent ça vraiment très clairement qu'au niveau aussi des dialogues. Hein, purée, il y a des dialogues. Voilà. Je te vengerai, ouais. Ouais, c'est ça. Qui sont un petit peu caricaturaux à l'heure actuelle, en tout cas, qui l'étaient certainement pas à l'époque. Après, j'ai bien aimé donc. La façon dont la mort de Gwen Stacy a été amenée, le fait qu'on doute que Spider-Man est en partie responsable de sa mort, ce genre de choses sont vraiment... Enfin, le côté drama est bien représenté. Ouais, c'est ça, l'histoire et l'intrigue sont bonnes. Sont très bonnes, ouais. J'ai bien aimé aussi dans les chapitres suivants dont on n'a pas parlé pour le coup, où on voit Luke Cage, qui est vraiment un look vraiment de Jackson 5. Ouais, c'est ça, c'est le black des années 70. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Il a vraiment un look de Jackson 5 musclore. C'est assez cool, les combats sont assez épiques, hein, on peut dire ça. Bah, Spider-Man, c'est de l'acrobatie, et bah, là, le dessinateur, bah, comme on l'a dit, hein, il s'est pas foiré. Le personnage de Spider-Man, dans son ensemble, pour moi, est très bien représenté. L'une des premières lectures que j'ai faites sur Spider-Man, c'était le prélude de Civil War, qui m'a vraiment donné envie d'en savoir plus sur Spider-Man. J'ai retrouvé à peu près la même chose, voilà, pour le coup. Le même héros, en tout cas. Donc ça fait plaisir. Puis bah voilà, à part le fait qu'il est vieilli, ça reste une référence, on comprend pourquoi. Pour ce qui est de mon conseil de lecture, moi j'ai envie de vous conseiller, une fois n'est pas coutume, un Batman, bien que ce soit de chez DC et qu'on parle de Marvel, et donc notamment ce numéro, A Death in the Family, la mort dans la famille. Batman va être confronté à la mort d'un de ses proches, je ne le citerai pas mais je vous laisse admirer la couverture, je n'en dirai pas plus. En plus de l'intrigue qui s'approche de Spider-Man et de Gwen Stacy, c'est-à-dire la mort d'un proche du personnage principal, on retrouve des dessins assez proches, là encore une fois, de ceux de Spider-Man. Ce côté un petit peu kitsch 70s, même si ce comic est sorti à la fin des années 80, on a un dessin qui se rapproche de ce qu'on a pu voir dans Spider-Man. Avant de vous donner mon conseil de lecture, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur Spider-Man, parce que on m'avait conseillé la mort de Gwen Stacy, effectivement, comme comics à lire sur le super-héros. On m'a aussi conseillé la période Tom McFarlane, Straczynski, donc dans les commentaires, n'hésitez pas à marquer par exemple le comics ou la série de comics qui vous plaît le plus, et qui vous plaît le plus tout simplement sur Spider-Man, parce que je compte bien les acheter. Et s'il y a bien un comics que j'ai lu sur Spider-Man, mais pas que je vous conseillerais, ça va être le prélude de Civil War. C'est vraiment un comics que je conseille parce que la relation Peter Parker-Tony Stark est très intéressante, et Spider-Man est un petit peu au cœur de l'action, on va dire sur bien la moitié du tome. Donc voilà, n'hésitez pas, donc, comme je vous l'ai dit, à me dire dans les commentaires vos conseils de lecture, parce que je piocherai dedans à coup sûr. And cut.